Salut à tous et bienvenue à notre nouveau live spécial manga. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler de nos coups de cœur. Nos coups de cœur manga du moment, ça va être mes coups de cœur, ça va être les coups de cœur de l'équipe. C'est un live que vous nous avez réclamé, hein. Vous l'avez voulu celui-là. Donc on a fini par céder et on va vous présenter un coup de cœur. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir quels sont vos coups de cœur du moment. S'il y a des gens qui sont moins à l'aise dans les mangas, qui débutent, eh bien, sachez qu'on va classer ces coups de cœur par catégorie. Donc on va commencer par les shonen, on dérivera ensuite vers les shoujo, un petit passage vers les kodomo, donc les livres plus pour un public enfant, plus jeune. On va faire un petit passage yaoi, yuri, donc la catégorie sexy. Et on terminera par les seinen. Donc vraiment, ça va être l'occasion de découvrir des tonnes de mangas qui sont pour certains ultra connus, ultra populaires en ce moment et qu'on adore. Et pour d'autres que vous ne connaissez probablement pas ou très très peu. Alors n'hésitez surtout pas à commenter comme d'habitude. Je vais juste m'assurer de bien voir vos commentaires parce que c'est toujours pareil avec Facebook. On ne sait jamais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, je vais m'écrire un commentaire à moi-même. Voilà, ça fonctionne. Donc, allô à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas, comme je vous disais, à commenter. Et n'hésitez pas à commenter avec vos coups de cœur du moment, les séries que vous préférez, que ce soit en animé, en manga. Mais n'hésitez pas aussi à rebondir sur les séries que je vais présenter, à dire si vous les avez lues, si vous avez aimé ça. Bref, je veux avoir votre avis. Allô Cédric, bienvenue. Alors je vais commencer sans plus attendre avec les shonen. Alors bien sûr, hein, la liste n'est pas exhaustive, on a plein de coups de cœur tout le temps. Moi vous savez, je lis 100% des séries qui sortent au Québec, fait que des coups de cœur j'en ai plein. Donc il a bien fallu choisir, parce qu'il fallait que ça tienne en 40 minutes, sinon on s'en sort plus. Salut Nicolas, merci pour le compliment, ça fait plaisir. Et je pense que vous allez m'entendre dire très très souvent pendant ce live, ce manga est un véritable coup de cœur pour nous. Et je pense que vous pourriez compter le nombre de fois où je vais le dire parce que du moment où je vais commencer, je vais oublier que je vous ai annoncé ça. Alors, allô Shaina, bienvenue. Alors je commence avec un grand succès, c'est Spy X Family. Ça fait partie de nos coups de cœur, c'est clair, parce que ça fait partie aussi des coups de cœur de la plupart des gens en ce moment. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé ça, puis quel est votre personnage préféré. Alors, Spy X Family de Tatsuya Endo, publié aux éditions Kurokawa. C'est, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, c'est un shonen humoristique avec beaucoup d'action. On est un petit peu dans le style de ce qu'on peut retrouver dans Assassination Classroom, par exemple. Dans Spy X Family, on suit un espion qui se voit confier une mission. Il doit aller démasquer le directeur d'une célèbre école privée à Londres, des méfaits et de toutes comme les corruptions politiques, etc., dans lesquelles il est impliqué. Sauf que notre espion ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors comme d'habitude, hein, je vous montre les images en même temps pour que vous puissiez voir le dessin à quoi ça ressemble. Notre espion ne sait pas trop comment s'y prendre pour infiltrer cette école. Alors ici, le meilleur moyen pour ça, ce serait d'avoir un enfant, puis de me faire passer pour un parent d'élève. Sauf qu'il n'a pas d'enfant. Alors il va aller dans un orphelinat, puis il va se choisir une fille. Il va se choisir une fille qu'il va adopter. C'est cette petite fille, Anya, qui est super cute, mais qui cache un secret. Après avoir adopté Anya, il va se dire ouais, mais là, un parent seul avec une petite fille dans une école privée high class, ça le fait pas. Fait que là, il me faut aussi une femme. Alors il va chercher une femme, il va mettre une annonce, puis il va par chance trouver une très jolie femme, très smart, super agréable, que vous voyez juste ici, qui va en plus immédiatement accepter de se marier avec lui. Tout baigne, tout a l'air fantastique. Sauf que le secret que la petite fille cache, on le découvre très très vite dans le manga, donc je vais pas vous le révéler aujourd'hui, mais je vais essayer quand même de vous donner envie. Vous allez voir que ce secret va faire en sorte que la petite fille va connaître le secret de chaque personne. Elle va savoir que son père adoptif est un espion, elle va comprendre rapidement que sa mère adoptive cache un secret aussi, et bien sûr, elle va être la seule à ne pas révéler son secret. Alors, ça va nous donner des situations super cocasses, avec une enquête qui tient en haleine quand même. Il y a un côté très suspense, avec des gags un petit peu... ça fait penser au style de gag qu'on retrouvait dans Sakamoto pour vous servir ce genre de manga-là.
Fait que vraiment, c'est un régal. Et puis ce qui est cool, c'est que c'est un shonen, mais qui qu'on soit, on est un gars, on est une fille, on est jeune, on est moins jeune. Honnêtement, je connais personne qui n'a pas aimé Spy X Family, fait que vraiment, commencez à le lire. Alors, Cédric, tu nous dis, le nouveau film qui est sorti, Demon Slayer, c'est ton coup de cœur. Bah oui, c'est sûr. Alors, qui a écouté le film? Levez la main. Nicolas, tu l'as lu Spy X Family, tu as beaucoup aimé parce que tu adores les membres de la famille peu conventionnels. Oui, effectivement, peu conventionnels, je pense que c'est rien de le dire. Et Olivier, tu aimes aussi et tu dirais que tu préfères Anya. Tu as lu les premiers tomes. Anya est clairement aussi mon personnage préféré. Elle est juste complètement adorable et en même temps, le fait qu'elle ait les yeux partout et qu'elle soit la seule qui cache encore un secret aux yeux des autres personnages alors qu'elle sait à peu près tout ce qui se passe. C'est comme un petit peu le pivot central du manga, fait elle est juste extraordinaire. Alors je continue, j'ai essayé de vous trouver des shonen qui sont tous quand même assez différents les uns des autres pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. Je continue avec un manga que j'ai présenté dans mes vidéos de nouveautés très récemment, c'est Sahara, le samouraï aux fleurs. Pour ceux qui suivent mes vidéos de nouveautés sur YouTube, donc je présente en fait toutes les nouveautés qui sortent chaque semaine. Et Sahara a vraiment fait partie de mes coups de cœur. Alors c'est écrit par un gars dont c'est le premier manga en solo, mais par contre c'est un ancien assistant. La plupart des mangaka ont travaillé comme assistant avant de sortir leur propre œuvre et il a été assistant de Eiichiro Oda sur One Piece et de Horikoshi sur My Hero Academia. Et puis dès qu'on ouvre le manga, la première scène en fait du manga c'est comme désolé, c'est cette page là, puis là tu sens quand même l'influence One Piece pas à peu près. Nicolas, tu pries pour que le film de Demon Slayer soit présenté au cinéma des îles de la Madeleine. J'espère pour toi, mais au pire, tu le présenteras toi, tu sais quoi? Vu que maintenant tu as un permis de cinéma, c'est parfait. Olivier, tu connais Sahara, le samouraï aux fleurs? Ah, bah c'est vraiment cool. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui l'ait lu parce que c'est pas un manga qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Il n'y a pas d'adaptation animée ou quoi que ce soit. Fait que je suis contente de savoir que tu as aimé ça. Alors, vous voyez, on a des super belles pages couleurs au début avec une très très belle maîtrise de la colorisation. Et comme je vous disais, on ressent vraiment l'influence One Piece, plus l'influence One Piece que l'influence My Hero Academia, dans le style, autant dans le style graphique que dans la manière dont va être raconté le scénario. Alors dans le Samouraï aux fleurs, on est dans un décor un petit peu post-apocalyptique où tout est devenu désert, il n'y a plus aucune plante qui pousse. Et on suit un samouraï un peu particulier puisque son épée son katana peut se transformer en des plantes. Et en fait, il arrive à blesser ses ennemis avec des pouvoirs liés aux plantes et aux fleurs et à faire également pousser des fleurs dans les blessures de ses victimes. Fait que ça donne un côté un petit peu poétique à ce manga qui est quand même avec des scènes de combat quand même super violentes. Puis notre héros en fait est un samouraï solitaire, il a sans trop de but dans ce monde désertique et il va rencontrer un jour une jeune fille qui recherche un pays légendaire où il est dit qu'il pousserait encore un magnifique arbre qu'on voit sur cette superbe double page ici. Il pousserait encore notamment cet arbre-là, puis plein d'autres plantes. Et elle, son père vient de décéder, donc elle veut aller répandre les cendres de son père dans ce pays légendaire. Mais personne ne sait s'il existe vraiment. Alors notre samouraï Sahara va accepter de l'aider. Ce qui est cool avec Sahara, c'est que c'est un one-shot, ce qui est quand même assez rare en shonen neketsu. Puis on a une histoire qui se tient vraiment de bout en bout. Avec les one-shots, c'est toujours un peu délicat d'avoir une histoire qui est suffisamment développée, mais sur celui-ci, j'ai trouvé que l'histoire se tenait vraiment bien. Donc vraiment une super belle découverte, beaucoup d'action, un petit peu d'humour comme la plupart du temps on va retrouver dans le shonen neketsu. Je traduis neketsu pour les gens qui ne connaîtraient pas le terme, c'est vraiment tout ce qui est shonen d'aventure, du style One Piece, Naruto, Dragon Ball, etc. Avec une très très belle découverte que Sahara, le samouraï aux fleurs. Cédric, tu vas voir le film demain. Wow, très bon ça. Je rechange de style encore tout en restant dans le shonen. Encore un manga qui a fait assez peu de bruit quand il est sorti, c'est Schwartz Ragnarok. C'est un shonen d'action qui est réservé à un public un peu plus mature, je dirais pas conseillé avant 14-15 ans. C'est vraiment de la fantasy assez intense, assez violente finalement. J'ai vraiment beaucoup aimé ce titre qui est une courte série en 4 volumes.
Alors, on suit en fait un royaume qui a réussi à faire un pacte au fil des années avec les forces du mal pour éviter que des démons entrent dans le monde des humains puis dévorent absolument tous les humains qui s'y trouvent. Ils ont conclu un pacte qui fait que une fois seulement tous les 10 ans, les forces du mal vont avoir la possibilité de rentrer dans le monde des humains et on va leur offrir un sacrifice qui souvent va être une jolie jeune fille mais pas toujours. Et il y a une propagande qui est très très bien installée autour de ce phénomène-là qui veut que la personne qui est choisie pour sacrifice, ben, c'est un immense honneur d'être sacrifié aux forces du mal. Et au moment où le manga commence, on va suivre un héros qui est un soldat assez haut placé dans l'armée et à qui on va annoncer que c'est sa jeune sœur qui est choisie pour être la prochaine victime, le prochain sacrifice finalement. Et lui, la première réaction qu'il a, c'est oh my god, c'est vraiment un honneur. Donc on l'envoie chercher sa sœur qui habite dans un petit village, qui tient une auberge, afin de la ramener saine et sauve, sans qu'elle se fasse dévorer avant pour la cérémonie du sacrifice. Et le problème, c'est que la rumeur va fuiter, et quand il va arriver à l'auberge, il y a un jeune client de la sœur qui veut absolument pas qu'elle meure, qui est amoureux d'elle éperdument mais secrètement, qui va organiser l'enlèvement de cette fille-là afin de la sauver. Sauf que l'enlèvement va provoquer l'empêchement de la cérémonie de sacrifice et donc va provoquer l'ire, la colère des forces du mal qui vont se déchaîner et s'abattre sur la population avec beaucoup de violence. Alors la manière dont les forces du mal dévorent les humains, c'est assez intense. Ils les vident de toutes leurs entrailles, un petit peu comme vous voyez sur le dessin ici, et que c'est quand même vraiment violent comme je disais. Mais si vous aimez la fantasy, on retrouve un petit peu ce côté ultra violent, c'est très très sombre, avec un héros un peu solitaire qu'on retrouverait dans Berserk, mais évidemment on est sur un shonen, donc c'est un petit peu moins intense que Berserk quand même, mais vraiment une très très belle découverte qui gagnerait à être plus connue. Donc c'est Schwartz Ragnarok. Je vois que celui-ci, il n'y a personne qui le connaît, parce qu'il n'y a personne qui a commenté, fait que je suppose qu'il est passé inaperçu pour vous. Alors, j'ai ici un autre manga qui a fait partie de nos grands coups de cœur de ces derniers temps, c'est Mao, qui est la nouvelle série en cours de Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, c'est l'auteur de Ranma 1,5, de Maison Ikoku, de Inuyasha, de Rinne, donc c'est une auteure grandiose, 1000 fois primée, qui est aussi appelée la reine du shonen, parce que c'est une des auteurs femmes qui a réussi à égaler ses homologues masculins en termes de chiffre de vente de ses mangas. Donc une très très grande auteure. Alors on retrouve dans Mao le style si particulier de dessin de Rumiko Takahashi. On retrouve des formes de visage que vous devez connaître. Et puis on retrouve aussi une thématique qui est très très chère à l'auteur, qui est le thème des yokai et de l'ère Edo. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans Inuyasha, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans Rinne également, dans beaucoup de ses œuvres, et elle remet un petit peu le couvert avec Mao. Alors, dans Mao, on suit une jeune fille qui a eu un terrible accident de la route avec ses parents quand elle était petite. En fait, la route s'est comme ouverte devant eux, il y a comme un trou qui s'est fait d'un moment d'une seconde à l'autre devant l'auto, puis l'auto est tombée dans le trou. Ses deux parents sont décédés et elle était bébé, puis elle est la seule survivante. Mais bien qu'elle soit bébé, elle a comme des espèces de réminiscences qui lui viennent de temps en temps dans ses rêves de l'accident. Elle est élevée par son grand-père depuis cet accident. Et un jour, elle va, en fait, pendant l'une de ses réminiscences, l'un de ses souvenirs de l'accident, elle va se retrouver, en fait, plongée dans un monde. En fait, pas dans un monde, mais plongée dans le Japon, dans le Japon ancestral. Donc elle va se retrouver dans ce genre de décor qu'on va voir ici. Fait que c'est le Japon de l'ère Taisho, donc c'est à peu près les mêmes époques que l'ère Edo. Là, c'est un peu le Japon médiéval tel qu'on peut se le représenter. Et dans ce royaume, dans ce monde, les yokai sont omniprésents. Et on va suivre en fait notre jeune héroïne qui va faire la rencontre de Mao, qui est un chasseur de yokai, qui a des pouvoirs particuliers, qui va se rendre compte qu'elle-même a une particularité que je vous révélerai pas aujourd'hui, qui fait qu'elle pourrait également devenir une chasseuse de yokai. Puis notre héroïne va se rendre compte rapidement qu'elle est capable de voyager d'une époque à l'autre et donc de revenir à loisir dans son présent à elle, et que le temps ne s'écoule pas de la même manière.
Alors on va retrouver toutes sortes de yokai super impressionnants, puis vraiment dans le style de ce que Rumiko Takahashi fait habituellement, comme ici. Donc il y a ce côté très très créatif, puis il y a ce côté un peu candide où, bien qu'il y ait du combat, de l'action, un peu d'horreur avec des yokai, et puis quand même beaucoup de massacres humains finalement, beaucoup de combats, on retrouve cette espèce de candeur que Rumiko Takahashi s'est apporté dans ses mangas. C'est jamais, ça fait jamais peur, c'est toujours presque même un peu risible la façon dont elle décrit ses combats parce que comme je dis, il y a vraiment de la douceur à l'intérieur de ces scènes d'action. Fait qu'un très très bon manga qui nous permet de renouer avec la reine du shonen. Nicolas, tu as aimé Mao? Je sais que tu aimes beaucoup Rumiko Takahashi, mais j'espère que tu as aimé aussi Mao. Et Cédric, tu dis que tu lis beaucoup plus de yaoi que de shoujo en ce moment. Je vais présenter un petit peu de chaque aussi, fait que je pense que tu vas trouver des trucs intéressants là-dedans. Je continue avec une autre auteure très connue, c'est Shinobu Otaka, qui est l'auteur de Magi, et sa nouvelle série, c'est un véritable coup de cœur également, c'est Orient Samurai Quest. Alors, ce qui est cool avec Orient, c'est que, alors, il y a plein de trucs cool avec Orient, c'est sûr, là, mais premièrement, c'est ces couvertures super shiny comme des pierres précieuses qui sont toutes vraiment magnifiques dans la bibliothèque. C'est comme tu les étales, puis c'est comme trop beau. Et l'autre truc qui est cool, c'est qu'on exploite encore une thématique de l'air et d'eau, et on se retrouve un peu dans le même style d'univers qu'on trouve dans Demon Slayer. Donc, je pense que c'est un manga qui peut plaire à beaucoup d'entre vous en ce moment. Dans Orient, on suit une ère Edo fictive dans laquelle des démons, qui ne sont pas vraiment des yokai, mais des démons pas mal plus terrifiants que des yokai en fait, et pas mal plus sanglants, qui ont pris le pouvoir. Et en fait, ils se sont emparés du pouvoir politique et ils ont installé une propagande qui fait que la population pense que c'est eux les gentils qui font leur bien, qui les protègent, et à l'inverse que les samouraïs sont les gens qui sont les méchants de l'histoire, et que c'est eux qui vont les faire souffrir et qui vont déclencher des guerres, etc. Donc il y a comme cette propagande qui est très bien installée, et donc tous les samouraïs, qu'on appelle des bushi dans le manga, sont un petit peu hors la loi. Et nos deux héros s'appellent Musashi et Kojiro. Pour ceux qui connaissent un peu la culture japonaise traditionnelle, je pense que ça vous sonne une cloche, puisque c'est Musashi et Kojiro, c'est les noms des deux héros, enfin du héros puis du anti-héros dans Vagabond, bien sûr, mais surtout dans La Pierre et le Sabre, donc ce roman traditionnel japonais. Et donc Musashi et Kojiro sont deux amis d'enfance qui ont été élevés comme des bushi, donc à apprendre à maîtriser le sabre et les arts martiaux, jusqu'à ce que les monstres prennent le pouvoir et installent leur propagande, et qu'ils ne puissent plus pratiquer leur art. Et ayant grandi, ils vont décider de se rebeller contre le pouvoir en place, donc de révéler au monde les atrocités que commettent les monstres. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a des plans super intéressants. Alors voilà, il y a une scène, le moment où on va découvrir en fait au tout début du manga que les dieux qui ont pris le pouvoir ne sont pas des dieux mais plutôt des démons. Ouais, ça donne une scène à peu près de même, fait que c'est quand même assez intense. Et j'aime beaucoup certains plans que l'auteur nous offre, notamment lors des scènes de combat. C'est une auteure qui maîtrise extrêmement bien les scènes de combat, c'est juste hyper fluide. J'adore vraiment son style de dessin, et je voudrais essayer de retrouver le passage où notre héros sort son katana, qui est en fait une espèce de faux géante, qui est magnifique, et j'arrive pas à retrouver la scène. Alors ça, c'est une autre scène de double page qui est quand même très très cool, avec Kojiro sur son espèce de moto qui lui sert d'arme. Donc on est vraiment sur un shonen neketsu purement. Ah voilà le dessin que je cherchais. Regardez-moi ce magnifique katana faux qui est absolument gigantesque et absolument magnifique. Donc on retrouve cette maîtrise qu'a l'auteur, cette façon de raconter les histoires qui est absolument extraordinaire. On retrouve
des démons, on retrouve l'air et d'eau, comme je le disais, un peu comme dans Demon Slayer. On retrouve un côté un peu plus léger de temps en temps, mais c'est quand même intense, c'est pas aussi léger. Autant quand vous lisiez si vous lisez Maggie, vous allez vous rendre compte que le début est assez léger, puis ensuite ça monte en puissance, ça devient super dark. Là, on commence dans quelque chose qui est vraiment dark avec ce genre de scène de combat là. Fait que vraiment, je vous conseille absolument de lire Orient. Et Olivier, tu nous dis qu'il va y avoir une adaptation animée. Et effectivement, il va y avoir une adaptation animée qui va sortir bientôt. Allô Claudia, bienvenue. Merci, j'aime beaucoup le... je continue avec quelque chose de très différent et malheureusement ça n'a pas été super... ça n'a pas été un gros succès quand c'est sorti et je trouve ça vraiment dommage parce que nous on a tous capoté, c'est les bons petits plats d'un mangaka. Alors c'est sûr que c'est pas vraiment une histoire à proprement parler, c'est peut-être pour ça que ça a eu moins de succès. C'est Yusuke Murata, donc le dessinateur de One Punch Man, qui sort un livre humoristique sur lui quand il dessine de nuit, parce qu'il a décidé qu'il préférait travailler de nuit sur ses mangas. Et puis là, au milieu de la nuit, il a comme faim. Fait que là, il est comme, il faut vraiment que je mange. Fait que là, il commence à se commander genre du Uber. Mais ça lui coûte trop cher, puis c'est comme, c'est pas du tout de la bouffe santé. Fait qu'il décide que s'il veut bien manger, il faudrait qu'il cuisine. Mais en même temps, il n'a pas le temps de cuisiner. Alors, il met au point des recettes super faciles, pas chères et équilibrées, qui lui permettent de tenir toute la nuit en dessinant. Fait que c'est super humoristique. Et c'est vraiment très cool à lire. Au-delà des recettes de cuisine, honnêtement, je pense pas que je vais jamais essayer une recette de cuisine qui est là-dedans. Quoique, il y a des trucs cool. Mais au-delà du fait qu'il y a des recettes de cuisine, mais c'est la façon qu'il a d'aborder d'aborder ses recettes et d'aborder l'histoire derrière la recette. Fait que finalement, c'est les anecdotes qui l'ont mené à faire, à essayer cette recette. Fait que c'est comme, il se fait des espèces de mini pizza à la pâte de gyoza parce qu'il avait comme des ronds pour faire des gyoza. Il n'a pas le temps de faire des gyoza, fait que c'est beaucoup trop compliqué. Fait que là, il utilise sa pâte à gyoza pour se faire des pizzas au micro-ondes, genre des pizzas pochettes. Il y a un udon, alors là il est comme le udon, si on veut mettre du bœuf dedans ça coûte trop cher, fait que voilà ce qu'on peut mettre pour faire de bons udon. Fait que là il nous fait des plats traditionnels japonais ou pop en tout japonais. Il nous explique comment il les fait, mais c'est surtout l'anecdote derrière. Fait que là il est comme, ben là quand par exemple sur cette scène là, on retrouve vraiment le style One Punch Man, hein, on s'entend. Quand on parle du repas le plus pratique pour un mangaka, il se tient dans une main, il colle pas et il donne tout de suite de l'énergie. Donc évidemment c'est l'onigiri. Fait que là il va nous expliquer comment il fait des onigiri ou comment il détourne des ramen instantanés pour que ce soit bon. T'sais. Fait que vraiment les anecdotes sont super drôles, moi j'ai vraiment aimé ça, je me suis éclatée, même si comme j'ai dit on n'a pas l'intention de faire les recettes de cuisine, c'est quand même très cool. Puis là il nous explique aussi comment il se fait un entraînement à la Saitama. Fait que Yusuke Murata a beaucoup d'humour et on apprécie, c'est les bons petits plats d'un mangaka, puis évidemment c'est pas une série, c'est un one shot. Allô Pablo. Et Dave, Patrice, mon dieu on a beaucoup de gens qui nous rejoignent, merci. Je continue avec, allez, celui-là je sais que vous l'inventez tous, c'est Jujutsu Kaisen. Je ne prétends pas vous apprendre ce qu'est Jujutsu Kaisen, je sais que vous l'avez tous écouté en animé, lu en long, en large, en travers, vous connaissez tous, mais connaissez-vous le tome 0? Alors c'est pour ça que je voulais amener celui-ci. Il fallait absolument que je parle de Jujutsu Kaisen, on s'entend que c'est la série phénomène du moment, mais je voulais vous apporter quelque chose en plus. Donc c'est pour ça que je vous parle de celui-ci, donc c'est l'école d'exorcisme de Tokyo. L'histoire derrière ce one-shot de Jujutsu, c'est qu'en fait, comme l'auteur est un jeune auteur, avant qu'il sorte sa série, il n'était pas du tout connu, et quand il a soumis ses idées au Shonen Jump, l'éditeur lui a dit oui c'est bien gentil mais nous on sait pas si ça va se vendre, fait que fais-nous une histoire en one shot, puis si ça marche on verra pour la suite. Alors notre auteur Gege Akutami a écrit ce one shot et le one shot a été un véritable succès en pré-publication au Japon et c'est à la suite de ça que l'éditeur lui a dit ok c'est bon tu peux partir sur une série et ça a donc donné naissance à Jujutsu Kaisen. Donc, le tome 0, c'est un peu comme une préquelle, mais c'est pas tant une préquelle. Parce qu'une préquelle, en général, on l'écrit après, une fois qu'on connaît nos personnages, puis qu'on connaît notre histoire. Ça a vraiment été écrit avant la série de Jujutsu Kaisen, et c'est un peu le brouillon, mais le mot brouillon est comme péjoratif, parce que c'est excellent, c'est vraiment du même niveau que Jujutsu, honnêtement. Donc, on va y croiser
des personnages qu'on va retrouver dans la série Jujutsu. Notre personnage principal n'est évidemment pas le même, mais certains personnages ont juste été créés dans le tome 0, notamment le professeur que j'adore ici. Et donc on suit un jeune garçon qui arrive dans une école d'exorcisme de Tokyo qu'on ne connaît pas à ce moment-là, mais que nous on connaît maintenant puisqu'on a tous lu la série, et qui va avoir besoin lui-même de se faire exorciser parce qu'il est hanté par le fantôme de son amoureuse qui est décédée d'un grave accident de la route à l'âge de 11 ans. La scène de l'accident de la route est trash, vraiment. Donc il va arriver à cette école d'exorcisme, puis il va se rendre compte que non seulement il a besoin d'apprendre à exorciser les autres, mais il a surtout besoin d'être exorcisé lui-même parce qu'il a un grave problème. La série, le one-shot se tient de bout en bout. Comme je disais, c'est aussi bien fait que Jujutsu. Fait que vraiment, il faut que vous lisiez, si vous avez aimé Jujutsu Kaisen, je vous encourage vivement à lire le tome 0. Puis là, pour le coup, je pense pas qu'il y ait d'adaptation animée, mais corrigez-moi si je me trompe. Alors Olivier, tu dis que tu n'as pas tant aimé le manga, mais tu as préféré le tome 0 au reste de la série. Ça, c'est intéressant, c'est un commentaire que j'avais pas encore entendu. Fait que merci pour ce commentaire, Olivier. Et Dave, toi tu l'as aimé. Ok. Allez, il me reste 2 shonen avant de passer à la suite. Alors, tu dis qu'il y aura un OVA de Jujutsu Kaisen. Bien hâte. Bien hâte de le lire. Alors, je présente souvent celui-ci dans mes coups de cœur. C'est vraiment toute l'équipe l'a aimé. C'est Alpi de Soul Sender. On est sur un shonen qu'on appelle un shonen d'aventure, qu'on aime bien appeler un shonen bohème chez nous. Donc, c'est ces shonen qui sont un petit peu plus avec un dessin poétique et qui font penser aux univers de Ghibli, donc de Miyazaki. Alors, Alpi de Soul Sender, je vais vous montrer un peu les dessins, vous allez voir que c'est magnifique. C'est l'histoire d'un royaume dans lequel il y a des esprits, qui sont des esprits protecteurs, qui sont souvent sous forme d'animaux, qui ressemblent à des animaux en tout cas. Ces esprits, quand ils meurent, leur corps reste comme dans la nature et commence à pourrir, et les miasmes vont se mettre dedans et vont en fait se répandre et contaminer toute la nature autour, ce qui fait que les arbres, les forêts, les lacs se retrouvent contaminés et les gens ne peuvent plus, les gens qui vivaient de la nature en fait, puisque on est dans un monde un petit peu médiéval, donc il y a beaucoup d'agriculture, de pêche, de chasse, etc. Mais tous ces gens sont obligés de fuir. Pablo, tu dis les dessins sont très beaux, ouais, ils sont vraiment magnifiques. C'est, comme je dis, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver dans un film de Miyazaki. C'est vraiment très impressionnant. Et moi, j'aime beaucoup les cadrages qui ont été utilisés dans Alpi parce qu'on a une grosse différence entre la taille des dieux, enfin des esprits divins, et la taille des personnages humains. Alors, ça fait qu'il y a une grosse difficulté dans le cadrage et c'est super bien maîtrisé. Fait que, ces esprits meurent et contaminent un peu tout autour d'eux. Pour éviter ça, on fait appel à ce qu'on appelle des soul senders, qui sont des gens qui vont pratiquer des rituels sacrés et qui vont permettre à l'esprit divin de s'en aller au ciel et donc de ne pas polluer toute l'air ambiant et toute la forêt. Et Alpi, c'est une jeune soul sender qui est très douée, dont les parents sont des soul senders également. Elle marche un peu sur leurs traces, elle essaye de les retrouver. Et elle va passer de village en village pour essayer de se débarrasser d'aider ces âmes à monter au ciel. Les soul senders ne sont pas toujours très bien vus dans la population, alors il arrive que ça ne se passe pas très bien, mais elle est très créative pour arriver à pratiquer ces rituels. Le problème des rituels, c'est que tous les miasmes dont elle va se débarrasser, dont elle va débarrasser l'esprit divin, en fait, elle les récupère à l'intérieur d'elle. Fait que de temps en temps, elle est obligée d'aller dans des temples pour se purifier, et là, c'est comme assez intense la purification. Bref. Donc vraiment un super beau, très 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 belle série avec... Anne, tu m'as envoyé une étoile. Oui, j'ai découvert ce truc des étoiles. Il faut absolument que j'explore ça parce que j'ai vu ça comme tantôt avant de découvrir le live. Bienvenue Anne, by the way. Alors, Alpi, comme je disais, très très beau. J'essaye de trouver en fait une scène en particulier, un plan que j'aime vraiment beaucoup avec un esprit, voilà, un esprit qui a été emprisonné par des êtres humains cupides qui veulent s'en servir pour gagner de l'argent. Donc bien sûr tout ça est une métaphore écologique, donc la thématique écologique on va la retrouver sous forme de shonen, un peu comme on l'a retrouvée dans Nausicaa ou dans Princesse Mononoke, donc on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à du Ghibli. Je vous encourage vivement à le lire, c'est Alpi de Soul Sender.
Et puis mon dernier shonen de la soirée, c'est Hell's Paradise. Alors vous avez probablement entendu parler, l'animation animée s'en vient bientôt. Olivier, tu dis par rapport à Alpi que ça te fait penser à Somalie. Oui, complètement Somalie, l'esprit de la forêt, c'est vraiment ce même type de manga. Et tu dis il n'y aura pas de suite parce que l'auteur est malade. Ouais, il y a beaucoup de mangaka malades. Hein. Vous savez, le rythme de production des mangas fait qu'il y a beaucoup de mangaka qui s'en sortent pas trop. Alors, Hell's Paradise, gros succès shonen. Quand il est sorti il y a quelques temps, ouais, il y a peut-être un peu plus d'un an maintenant, je dirais. Voire peut-être même deux, en fait le temps passe trop vite, je le sais plus. En tout cas, quand c'est sorti, nous on a juste tous capoté. Vous auriez vu David, il était comme oh mon dieu, on le tenait plus, là il sautait partout. Hell's Paradise, la nouveauté du moment. Et puis c'est passé assez inaperçu. Aujourd'hui c'est en train de gagner en popularité, puis l'anime sort très bientôt. Et d'ailleurs, il y a l'exemplaire du tome 1 qui est gratuit quand vous achetez le tome 2, 3, 4 en ce moment. Fait que précipitez-vous. Alors, Hell's Paradise, on est sur un shonen type Neketsu, mais beaucoup plus intense, beaucoup plus violent. Donc moi, je le réserve à un public vraiment plus mature, 14-15 ans minimum, avec des dessins, vous allez voir, à couper le souffle. Alors, on suit un combattant qui est une légende vivante. Il a la réputation d'être tellement fort qu'il est invincible et qu'il est même immortel. Sa réputation, c'est qu'il s'est fait tuer maintes fois et qu'il a toujours revécu, il s'est toujours relevé de ses cendres. Mais c'est un assassin et il est extrêmement recherché. Puis un jour, il est capturé et condamné à mort. Et pour s'assurer que cette fois il va bien mourir, on va faire appel à une famille de samouraïs ultra puissante, très renommée, afin de pratiquer le rituel de la peine de mort. Alors c'est Sagiri que vous voyez juste ici, ça tombe bien, je tombe exactement sur la bonne page au bon moment. C'est Sagiri qui est une des héritières de cette famille samouraï qui doit pratiquer le rituel de la peine de mort. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va pouvoir avoir des interactions, elle va pouvoir s'entretenir avec le condamné à mort. Et il va un petit peu lui révéler la vérité sur lui-même et sur le gouvernement en place. Et elle va complètement changer sa perception des choses. Et elle va décider de le libérer, ils vont fuir ensemble. Donc on est vraiment... le manga a vraiment une touche Demon Slayer, encore une fois. Comme je disais, c'est assez intense, les scènes de combat sont très violentes, les dessins sont très détaillés, on a assez peu de trame hein, par rapport à ce qu'on peut trouver dans un shonen d'action habituellement, avec des personnages qui sont super bien construits, déjà très puissants à la base, mais qui vont avoir une évolution super intéressante aussi. Fait que vraiment, écoutez l'animé dès qu'il va sortir, lisez Hell's Paradise, et puis profitez de la promo avec le tome 1 gratuit. Et comme dit Olivier, ça vient de se terminer en 13 volumes au Japon. Et toi, tu dis que le dessin s'améliore encore. C'est quand même impressionnant. Tu vois, j'ai pas terminé la série encore, mais honnêtement, le dessin est beau déjà dès le tome 1. Alors si tu dis que ça s'améliore encore, c'est vraiment cool. J'ai terminé avec les shonen, je vais donc passer à quelques shoujo. Je vais devoir accélérer parce qu'en fait j'ai passé vraiment trop de temps sur les shonen, je vais un peu devoir écrémer. Alors j'ai 3 shoujo à vous présenter. C'est mes 3 préférés du moment. Le premier c'est La Princesse et la Bête qui est un shoujo d'aventure où on retrouve un petit peu le mythe de La Belle et la Bête. Alors on est dans un royaume médiéval où le roi est une bête qui a un petit peu l'apparence d'un lion croisé avec un bélier, croisé avec un tigre à dents de sabre. Bref, il est quand même il fait quand même assez peur. Tiens, c'est lui. Et la tradition exige que chaque année on offre une jeune fille en sacrifice au roi. Et notre héroïne va être au tout début du manga offerte en sacrifice. Sauf qu'elle va se rendre compte en arrivant qu'en fait le roi ne dévore pas ses sacrifiés, il ne mange pas d'êtres humains et il ne raffole pas de la chair fraîche des jeunes filles. Elle va se lier d'amitié. Plus tard, il y a d'autres sentiments qui vont commencer à se développer. Elle va se lier d'amitié avec cette bête à l'apparence repoussante et essayer de faire changer les gens d'avis sur ce souverain. Donc beaucoup d'action, hein. On est sur un shoujo, donc évidemment il y aura une partie romantique, mais la vraie partie c'est l'action et puis aussi toute la psychologie des personnages qui est super bien développée.
Donc ça c'est La princesse et la bête. Oui Anne, c'est ta partie, c'est les shoujo. J'ai également celui-ci sur lequel j'ai vraiment capoté. En plus, c'est en 2 volumes terminés, petite série courte. C'est Secret Innocent World. On est vraiment sur un shoujo humoristique avec le thème du cosplay. Donc, on a une héroïne qui est une véritable otaku. Elle est employée dans une grande compagnie. Et son secret, c'est que le soir, quand elle sort de la job, tout ce qu'elle fait, c'est se travestir en Magical Girl, parce que sa passion, c'est le cosplay de Magical Girl, très précisément. Alors, elle cache bien sûr ça à la job, parce qu'elle a vraiment peur que ce soit mal vu et que tout le monde se moque d'elle. Et puis, un jour, elle va se rendre compte, en fait, elle va se faire cruiser par son supérieur. Et elle va le repousser un petit peu sans ménagement. Mais les circonstances vont faire qu'elle va être obligée d'aller visiter chez eux. Puis, au moment d'arriver chez eux, elle va se rendre compte que lui-même, qui était un homme très froid, très peu sympathique, qui avait l'air très très sérieux, etc., lui, c'est un grand fan d'anime. Et c'est un véritable otaku, en fait. Il cache lui aussi ça, mais sous des airs de gars ultra sérieux. Et donc, il va tomber en amour avec son côté cosplay. Et donc, il va en fait lui demander d'emménager. Il va lui faire une demande un peu bizarre. Il va demander à notre héroïne d'emménager chez eux pour lui faire des défilés de cosplay, mais avec un côté très très innocent. Il n'y a pas de côté sentimental ou sexuel derrière. C'est vraiment lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir ses héroïnes en chair et en os devant lui. Puis il ne pense qu'à ça. Et donc, c'est à partir de là qu'on va avoir une relation qui va se développer entre les deux personnages. C'est complètement hilarant, super bien dessiné, avec 2 personnages intéressants, puis 2 personnages qui ne sont pas des clichés qu'on pourrait retrouver de temps en temps dans le shoujo. C'est vraiment, ils ont des personnalités vraiment rafraîchissantes et on démystifie un peu ce côté otaku qui pourrait encore avoir un côté mal vu au Japon dans les entreprises. Les Japonais auraient tendance à dire que c'est pour les ados, mais qu'après, quand t'es adulte, faut grandir puis passer à autre chose. Donc, on met un peu en avant le fait qu'on a une passion, puis on tient à garder cette passion, quel que soit notre âge. Donc, c'est Secret Innocent World. Et mon dernier coup de cœur shoujo, ça s'appelle Nine Lives Man, un amour à sens unique. Puis c'est pas un manga, c'est un manhwa, c'est chinois. Une fois n'est pas coutume, je présente un manga chinois. Alors le héros est un homme d'une trentaine d'années, il est avocat et il a une particularité, c'est qu'un jour il a ceci qui est apparu au-dessus de sa tête, des cœurs avec 9 vies au-dessus de lui. Ça c'est arrivé le jour où il a compris qu'il était en amour avec une des filles de sa classe. Et puis, les années ont passé, cet amour ne s'est jamais réalisé, lui il est devenu avocat, et il a vu, au fur et à mesure des déconvenues amoureuses, il a vu ses vies baisser en fait au-dessus de sa tête. Et un jour, son patron lui annonce qu'il a une nouvelle assistante, une nouvelle adjointe, et cette adjointe, c'est la jolie King, qui est en fait nulle autre que la jeune fille dont il est amoureux depuis toutes ces années, et avec qui il a eu autant de déconvenues amoureuses. Et donc comme il est son patron, il ne va pas oser lui avouer qu'il est encore amoureux d'elle. Et il va se rendre compte qu'il n'en est plus qu'à 3 vies et qu'il serait peut-être temps de savoir ce qui va se passer quand il va arriver à 0. Alors malgré tout, il va quand même essayer de renouer les liens, mais en toute amitié, et on va voir ses vies défiler. C'est vraiment, le manga est super bien fait parce que y a vraiment ce côté suspense de on voit les vies de notre personnage baisser, puis on se dit mais ok, mais qu'est-ce qui se passe quand il arrive à 0? Il meurt ou quoi? Dans un shoujo, on n'a pas un personnage qui peut mourir aussi vite, ça marche pas. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que à peu près à la moitié du manga, on va changer de personnage principal. Le personnage principal devient une jeune fille, et on se rend compte que cette jeune fille, elle aussi, elle a des vies au-dessus de la tête. Mais on ne comprend pas vraiment quel est le lien jusqu'à un certain élément déclencheur. Bref, on a une comédie romantique avec un côté geek vraiment original, un scénario qui est développé magnifiquement bien, et puis ce côté très suspense,
comme qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, et en plus ce changement de personnage principal qui donne une twist vraiment originale au manga. Fait que pour moi, c'est une des meilleures sorties shoujo de ces derniers temps, probablement même de ces dernières années. Donc c'est Nine Lives Man. Et je continue avec mes mangas un petit peu plus enfantins, donc mes kodomo. Je vais vous présenter en fait des kodomo qui sont à la limite du shonen. Donc je pense que la plupart d'entre vous pourraient les aimer aussi, mais si vous-même vous êtes plus jeune, ou si vous avez des enfants, ou si vous connaissez des enfants à qui vous voulez faire lire des mangas, mais sachez qu'ils sont adaptés aussi, mais on est vraiment quand même dans le style shonen. Alors le premier, il avait fait beaucoup de bruit quand il est sorti, c'est Le Renard et le Petit Tanuki. Je le présente comme ça parce que l'éditeur a comme édité le titre dans ce sens-là, ce que je trouve vraiment étrange, mais bon, bref, passons. Alors vous voyez qu'on est sur un dessin super adorable, et en même temps, quand on ouvre le manga, on va se rendre compte que on est vraiment sur un shonen avec des scènes d'action quand même intenses et tout ça, mais où tous nos personnages sont des animaux. Alors, ce sont de vrais animaux, hein. C'est pas des animaux c'est pas des personnages anthropomorphiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment des animaux. Mais ils ont des pouvoirs. Alors, notre héros, en fait, l'un de nos héros, c'est le renard. Le renard, c'est un dieu renard ultra puissant qui fait tellement peur à la population qu'un jour, les dieux ont décidé de l'enfermer. Il a été enfermé pendant 300 ans, ses pouvoirs scellés dans l'incapacité de s'en servir, et comme il est immortel, ou en tout cas que son espérance de vie est très très longue, ben, il a passé 300 ans enfermé. Et un jour, les dieux décident que il a suffisamment été puni pour ses crimes, et ils vont décider de le relâcher, mais avec une seule condition, c'est qu'il ne pourra se servir de ses pouvoirs que s'il entraîne un autre animal à prendre en fait sa succession. Et ce petit animal, c'est notre deuxième personnage, c'est le petit tanuki. Donc c'est un bébé tanuki qui a perdu sa famille et qui a, sans le savoir, des pouvoirs surpuissants. Alors voilà nos deux personnages ici. En fait, il n'a pas vraiment perdu sa famille, et c'est ça dont on va se rendre compte rapidement, c'est qu'il a été abandonné parce que ses pouvoirs sont tellement incommensurables et il ne les maîtrise tellement pas que sa famille a eu peur de lui. Donc ils l'ont abandonné. Alors notre renard va commencer à devenir le précepteur du petit tanuki. Il va lui apprendre à maîtriser sa magie, mais ce qui se passe, c'est que s'il se rebelle et parce que ça l'intéresse pas trop de s'occuper du tanuki, alors il essaye toujours de se rebeller puis de passer au travers là. Mais ce qui se passe, c'est que si il essaye de tricher, à chaque fois il est secoué de douleurs comme incommensurables, et donc il veut juste comme se résoudre à devenir le maître magicien du petit tanuki. Donc on est vraiment sur un développement shonen neketsu purement, mais avec des animaux et avec un côté un peu plus enfantin, mais les combats sont quand même intenses malgré tout. Donc c'est Le Renard et le Petit Tanuki. J'ai ensuite un shonen, encore une fois kodomo, plutôt science-fiction, qui s'appelle Astra Lost in Space. Il y a une adaptation animée que vous avez peut-être vue. Et dans Astra Lost in Space, on suit une classe qui part en voyage de classe. Alors ce qui est cool, c'est que leur voyage de classe, à eux, c'est pas juste de prendre l'autobus pour aller à 100 km de là, c'est aller sur une autre planète. Et le but, c'est que pendant 7 jours, ils sont un groupe de 6 personnes et ils doivent se débrouiller pour survivre pendant 7 jours. Alors survivre pas à des monstres ou à des attaques ou quoi que ce soit, c'est vraiment des enfants comme les autres, là. C'est pas des ados avec des super pouvoirs, mais tout simplement ils doivent se débrouiller pour trouver à manger, vivre en société tous ensemble, et il n'y a pas de professeur, pas de parents pour les aider. Alors Anne, je vois que tu aimes un peu, voire beaucoup Astra. Donc on va suivre notre groupe d'adolescents qui prend le vaisseau spatial que voici pour se rendre sur une autre planète. Le problème, c'est qu'il y a un problème. C'est que quand ils vont arriver sur la planète sur laquelle ils doivent atterrir, il y a une étrange sphère lumineuse comme ça qui les attend et qui va se mettre à les pourchasser. Et au moment où ils se font, comme ici, atteindre par cette sphère, ils sont téléportés dans l'espace. Le problème, c'est qu'ils n'ont, comme vous voyez, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de bouteille d'oxygène, donc au moment où ils sont dans l'espace, ils ne peuvent plus respirer. Le plus grand des hasards, enfin peut-être, va faire qu'il y a un vaisseau qui traîne par là et ils vont pouvoir atteindre le vaisseau sain et sauf.
Alors une fois dans ce vaisseau, ils vont se rendre compte que, étant donné qu'ils ont été téléportés, qu'ils sont possiblement à des milliers d'années-lumière de leur planète à eux, ils vont essayer de trouver le moyen de rentrer chez eux, tout simplement. Donc on est sur un espèce de survival qui se passe dans l'espace, avec, comme je disais, c'est accessible à tout public, mais on est vraiment sur une trame très très shonen. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans Astral Lost in Space, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'animosité entre les participants. Parce que quand on est dans une situation un peu désespérée comme ça, on se dit qu'il y en a toujours un qui veut essayer de crosser les autres, qui veut essayer de s'en sortir tout seul, ou qui veut montrer qu'il est plus fort. Alors que là, il y a beaucoup d'entraide. Il y a un super bon esprit entre tous les participants, entre tous les membres du groupe. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très cool. Également, il y a beaucoup d'imaginativité, ça ne se dit absolument pas, de créativité et d'imagination. Je fais un mot en deux. Créativité et d'imagination dans les différents mondes en fait dans lesquels ils vont passer, parce qu'ils vont passer de planète en planète jusqu'à essayer de rejoindre la Terre. Donc vraiment très très cool. En fait c'est tellement imaginatif qu'on se croirait presque dans Mario, vous savez, avec les différents mondes qui ont tous leurs particularités, leurs monstres, etc. Donc vraiment un super bon manga, c'est Astral Lost in Space. Et mon dernier Kodomo, encore une fois, on est encore à la limite du shonen. Je pense que c'est celui sur lequel j'ai le plus capoté. C'est Iruma à l'école des démons. Vraiment un véritable coup de cœur. Encore une fois, je pense que toute l'équipe a juste capoté dessus. C'est l'histoire de Iruma, qui est un jeune garçon qui a beaucoup de mal à s'affirmer. Il est incapable de dire non. Il accepte toujours tout, quelles que soient les conditions. Et un jour, ça va un petit peu trop loin parce que même ses parents profitent de lui, puis ses parents sont un petit peu cupides, puis ils décident en fait de le vendre à un démon pour se faire de l'argent, tout simplement. Et que c'est comme un peu bizarre, mais en tout cas. Iruma est vendu à un démon, puis ce démon est un vieux grand-père un petit peu gâteux qui a toujours rêvé d'avoir un petit-fils mais qui n'a pas de descendance, et donc il s'achète un petit-fils mais qui est un humain, c'est ça le problème. Et sa seule intention à ce démon-là, c'est de gâter son petit-fils comme jamais. Olivier, tu adores Iruma, c'est un vrai coup de cœur. Ah, c'est cool. Clara, oui, Clara, j'adore Clara. En fait, j'adore tous les personnages, c'est ça, c'est que chaque personnage est tellement bien fait que c'est juste magnifique, puis complètement hilarant. Moi, je pense que j'étais morte de rire à chaque page ou à chaque 2 pages. Alors, voilà notre grand-père gâteau. Donc Iruma débarque dans le monde des démons pour devenir le petit-fils d'un grand-père démon qui ne veut que le gâter. Ce grand-père démon, il est aussi directeur d'une école, alors il va s'arranger à ce que son petit-fils soit admis dans cette école, qui est donc Babis, l'école des démons. Et le premier jour, lui se dit, ok, là je suis le seul humain dans une école de démons, il faut surtout pas que les démons sachent que je suis un humain, parce que sinon je vais juste me faire manger tout cru. Et alors c'est complètement raté, parce qu'à la cérémonie d'ouverture, son grand-père adoptif le présente officiellement comme son petit-fils, fait que il se fait complètement griller. Mais personne ne sait que c'est un humain. Et donc tout le jeu de Iruma va consister à essayer de faire croire au démon qu'il a des pouvoirs alors qu'il n'a absolument aucun pouvoir. Il y a toujours des circonstances qui vont faire que il va se retrouver avec comme les circonstances vont toujours lui être favorables. Donc c'est complètement hilarant. Comme je disais, les personnages sont tous plus adorables les uns que les autres. Autant notre personnage principal Iruma, qui a toujours quelque chose qui va faire que ça va bien se finir pour lui, que même les personnages qui pourraient paraître insupportables comme ce personnage-là finissent tous par être juste complètement hilarants. Donc vraiment un gros coup de cœur que ce shonen / Kodomo Iruma à l'école des démons. Une petite aparté avec ma catégorie sexy. Alors j'ai, encore une fois, il faut que j'aille un peu plus vite parce que je m'étends trop. Quand je parle de mes coups de cœur, je peux en parler toute la nuit. En fait, je vais vous présenter, pour aller plus vite, un yaoi et un yuri. Donc mon yaoi du moment, c'est Le Monstre et la Bête. C'est une série aux éditions Taifu. Et je trouve le propos original, puis les personnages sont originaux. On ne retrouve pas forcément de clichés, encore une fois. On est sur un monde fantastique où, avec un héros qui est quand même assez âgé, vous voyez, il a comme des rides et tout. Alors ça aussi, dans le yaoi, c'est rare d'avoir des personnages plus âgés. Ce personnage va être victime d'un gang d'un gang de brigands
alors qu'il traversait une forêt. Et il va être sauvé in extremis par le monstre qui hante cette forêt, qui a une allure... je vais essayer de vous trouver à quoi il ressemble parce qu'on le voit tout de suite. Voilà. On le voit juste ici, donc c'est un espèce de monstre avec des grandes cornes et des cheveux qui cachent tout son visage. On va le voir également sur la 4e de couverture. Donc il est sauvé par ce monstre qui fait peur à tout le monde, mais qui en fait est comme très gentil et complètement inoffensif. Le problème, c'est que notre personnage principal va s'apercevoir de l'innocence du monstre et il va en fait se jouer de lui et il va profiter de cette innocence et de cette crédulité. Il va un petit peu en faire son animal de compagnie et l'obliger à faire comme des choses que l'autre n'aurait jamais fait. Fait que la relation va vraiment s'inverser entre notre personnage au début qu'on penserait monstrueux, qui en fait est extrêmement gentil, et notre personnage humain qui s'avère être un véritable monstre. Donc, et ces rôles inversés vont donner quand même de la profondeur à l'histoire. Fait que j'ai beaucoup aimé Le Monstre et la Bête. Il y a 2 volumes qui sont sortis à date, la série n'est pas terminée. Et mon Yuri, ça va être Goodbye My Rose Garden, avec une histoire très originale et un dessin vraiment sacoche. Goodbye My Rose Garden, on est sur une série en 3 volumes, si je me rappelle bien, terminée, où on suit une jeune fille, une jeune japonaise, qui débarque en Angleterre, à l'époque, je dirais au XVIIe siècle, quelque chose comme ça, fait qu'à une époque où c'était quand même assez difficile de voyager, là, traverser tout le globe, c'était comme toute une épopée. Elle débarque en Angleterre parce qu'en fait, elle rêve de rencontrer son auteur de roman favori, qui s'appelle Victor. Et elle veut soumettre à la maison d'édition, elle veut juste en fait collectionner toutes ses œuvres, puis lui parler, le rencontrer et avoir sa signature. Elle va pas être capable de le rencontrer parce que c'est un auteur qui est extrêmement populaire, mais par contre, son souhait va être entendu par une jeune aristocrate qui vit dans un immense manoir et qui se sent extrêmement seule. Qui va donc lui proposer de venir habiter chez elle, de lui tenir compagnie et de peut-être l'aider à rencontrer son auteur. Donc notre héroïne va la suivre et va espérer voir son souhait accompli. Donc je vous dis, je ne peux pas vraiment vous révéler où va s'en aller l'histoire parce qu'il y a une twist quand même intéressante, mais on a des sentiments qui vont être très très subtils. Comme vous avez pu le voir, un dessin qui est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus travaillé que ce qu'on peut voir dans la plupart des Yuri. Donc vraiment, c'est un très très beau coup de cœur. Donc c'est Goodbye My Rose Garden. Et j'en arrive maintenant à ma dernière partie. Je suis désolée, je suis obligée d'accélérer. Je veux juste y passer 3 heures en fait. J'en arrive à ma 3e partie, le seinen. Donc là, je pense qu'on va retrouver des mangas que vous connaissez et peut-être d'autres que vous connaissez moins. Alors, je vais commencer par un manga que je cite souvent dans mes coups de cœur ou que je cite souvent en exemple pour beaucoup de choses, c'est Girls Last Tour. Vous l'avez peut-être déjà lu ou écouté en animé, c'est un pur chef-d'œuvre. On est sur de la sci-fi, mais complètement décalé de ce qu'on peut trouver en sci-fi habituel. On est également sur du post-apocalyptique, mais très, très, très tranquille, presque tranche de vie. Fait qu'on suit 2 jeunes filles qui sont 2 soldates qui errent dans un monde qui est recouvert de neige après une apocalypse ou après une guerre. Alors on ne saura jamais trop ce qui s'est passé. Et ces 2 personnages en fait vont tout simplement partir à la découverte de ce monde. Elles ont 2 personnalités super intéressantes qu'on retrouve assez peu dans ce type de manga. On a également un style de design qui est très particulier aussi. Voyez un petit peu à quoi ça ressemble avec un style, c'est un peu stylisé si vous voulez comme type de dessin. Et ça va être vraiment toute la découverte de l'univers, puis toute la solitude que ces 2 personnages vont pouvoir combler en étant seulement toutes les 2. Alors c'est sûr qu'elles vont faire des rencontres bonnes ou mauvaises, elles vont vivre des aventures et en même temps elles vont un petit peu errer dans ce monde-là sans trop de but et en se demandant quel est le sens à leur vie. Alors un véritable chef-d'œuvre de science-fiction qui sort complètement des sentiers battus, c'est Girls Last Tour. Je passe dans l'horreur, mais encore une fois, on n'est pas du tout on est complètement hors des sentiers battus, c'est Walking Cat. Véritable coup de cœur que ce manga en 3 volumes, qui fait évidemment référence à Walking Dead avec une thématique de zombies.
Ce qui est intéressant dans Walking Cat, c'est que on va avoir deux personnages principaux, un homme et un chat. On est juste après le début d'une invasion de zombies. Et on suit un gars qui a été séparé de sa femme et qui cherche à la retrouver. Ils ont promis, s'ils étaient séparés, de se retrouver sur une île sur laquelle tous les réfugiés se sont réfugiés. En fait, tous les survivants se sont réfugiés. Et ils cherchent à retrouver donc, le bateau qui va pouvoir l'emmener à cette île. Il va faire la rencontre d'un chat qui va le suivre un peu malgré lui et donc il va prendre soin, et c'est en fait l'amitié entre cet homme et ce chat qui va faire en sorte que chacun va garder un petit peu d'espoir en la vie. Alors c'est pas un chat qui parle, là c'est un chat bien bien réaliste, et la relation entre l'homme et l'animal va être vraiment super intéressante parce on va un petit peu parler de cette relation qui unit l'homme et son animal de compagnie, et qui est hyper intime. Il y a également une twist super intéressante à la fin du premier volume qui va nous apprendre que le personnage principal n'est pas la personne qu'on croit. Et vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre. Si vous aimez les zombies et si vous aimez les chats, ben, c'est Walking Cat. On change complètement d'univers avec Tokyo Tarareba Girls, qui est une comédie romantique de Akiko Higashimura, qui est l'auteur de Princess Jellyfish notamment, de plein d'autres œuvres. Encore un coup de cœur monumental. On est vraiment sur une comédie romantique à la Sex and the City, avec une twist très très japonaise et une twist Higashimura indéniable. Tu dis Anne, c'est un chat typique, il a nul frottement sur le bedon. Ce que j'aime chez Higashimura, c'est qu'elle est capable de nous faire comprendre ce qu'elle dit avec des métaphores ultra intenses, comme par exemple le jour où notre héroïne a une révélation sur l'homme qu'elle fréquente et où ça fait exploser absolument tous les buildings autour. Alors en fait, Tokyo Tarareba Girls, c'est une bande d'amis trentenaires, célibataires, endurcis, qui multiplient les conquêtes amoureuses, mais qui n'arrivent jamais à se poser. Et à chaque fois qu'elles ont une déconvenue amoureuse, elles se retrouvent dans leur izakaya préféré pour boire jusqu'à plus soif, rentrer complètement saoules et se consoler les unes les autres. Il y a un côté très japonais parce que c'est vraiment dans les réactions des personnages, c'est très je veux dire, si on était sur une comédie romantique américaine, les personnages ne se comporteraient pas du tout de la même façon. Donc il y a ce côté très japonais qui mêle la subtilité à ces espèces de métaphores ultra poussées, qui font que le manga est complètement hilarant et qu'on attache tout de suite. Évidemment avec le style de dessin particulier et complètement virtuose de Higashimura. Donc c'est Tokyo Tarareba Girls, qui est probablement le titre le plus compliqué à redire de ce soir-là. Oui Vanessa, du Sex and the City à la japonaise. Et je crois savoir que tu as beaucoup aimé ce titre, si je me rappelle bien. Allez, on rechange de style avec L'homme qui tua Nobunaga. On est sur du pur historique, avec un dessin complètement à couper le souffle et un personnage principal qui fait clairement penser à Clint Eastwood. J'adore, il a la classe. Alors, L'homme qui tua Nobunaga, c'est écrit par en fait un groupe de gens qui sont les héritiers de la famille Akechi. Akechi, c'est l'homme qui est réputé avoir tué Nobunaga, selon les faits historiques, mais les circonstances autour de cet assassinat n'ont jamais été élucidées vraiment, et Akechi est considéré comme le pire traître de l'histoire. C'est un petit peu le Judas des Japonais, et donc tous les descendants de la famille Akechi, c'est comme un peu mal vu de s'appeler Akechi, parce que c'est comme si de base on était un traître. Alors il y a les défenseurs du nom Akechi, qui est une vraie association qui existe pour vrai au Japon, et qui défend les droits de la famille et qui a commandité en fait ce manga. Donc ils veulent viser à rétablir la vérité sur ce qui s'est passé. Alors c'est le trait de dessin qui est absolument merveilleux, et on va un petit peu retrouver toute l'historique de cette époque, les dernières années de Nobunaga, l'influence que Nobunaga a eue sur la politique japonaise, et tous les personnages historiques qui l'ont côtoyé. Donc c'est vraiment très documenté. Ce qui est le fun, c'est que, alors c'est sûr que c'est mieux si vous connaissez un peu déjà l'histoire japonaise, ça facilite quand même la compréhension, mais malgré tout, il y a vraiment beaucoup d'explications techniques, ce qui fait que même si on ne connaît pas, on arrive quand même bien à s'y retrouver, donc c'est très bien fait.
Donc c'est l'homme Kitsua Nobunaga. Je bascule sur un seinen policier, Asadora. Je ne pouvais pas parler des coups de cœur sans parler de mon auteur préféré. C'est public aujourd'hui, c'est bien sûr Naoki Urasawa, et qui, soit dit en passant, est devenu l'auteur préféré de la plupart des membres du staff d'Otaku. Et de plein de nos clients fidèles, n'est-ce pas Pablo et les autres. Alors Asadora, c'est sa dernière série en cours. C'est une série, comme d'habitude, assez énigmatique, un peu policière, mais pas que, qui met en scène deux timelines différentes. Une qui se passe à 2020 à Tokyo, juste avant les Jeux Olympiques, qui vont devoir être annulés à cause d'un grave événement. Et je vous assure que cette série a commencé avant le début de la pandémie Covid, alors c'est presque prophétique. Et la deuxième timeline va être en 1960, où on suit notre héroïne qui s'appelle Asadora et qui va être confrontée à des événements tragiques. Donc, comme toujours avec Urasawa, on passe d'une timeline à une autre d'une manière très très fluide. Oui, Pablo, il faut absolument que tu continues la série. On passe d'une timeline à l'autre de manière très fluide, avec des personnages qu'on va retrouver dans les deux époques, des personnages qui ne vont appartenir qu'à une seule, des références au monde des kaiju si chers à Naoki Urasawa, et bien sûr une énigme qui nous tient en haleine de bout en bout. Comme d'habitude, moi à chaque fois que j'ai un volume d'Asadora ou des autres œuvres de Urasawa qui arrivent, je relis toute la série, puis je relis le dernier volume. Fait qu'imaginez le temps que ça me prend, mais j'adore, c'est juste fabuleux. Donc c'est Asadora. J'ai présenté ces deux-là dans ma vidéo de nouveautés de cette semaine. Pour ceux je pense qu'elle n'a pas été encore mise sur YouTube, elle va être mise très très bientôt. Donc vous allez pouvoir les découvrir un peu plus en détail. Mais je tiens à les représenter parce que c'est vraiment des gros coups de cœur depuis le début. C'est Peleliu, Guernica of Paradise, qui est ressorti en fait avec... bon, je suis désolée, là il y a une petite pastille 3 € là, mais c'est 7,95 chez nous. Qui est un manga historique où on suit, en fait, ça se passe pendant la guerre du Pacifique, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et on suit des soldats qui ont été envoyés sur une île du sud du Japon afin de la défendre, de participer à un combat qui serait décisif pour l'avenir de l'Empire japonais. Sauf qu'une fois arrivés là-bas, les soldats vont se rendre compte que le combat s'embourbe et que, en fait, ils ne sont là que pour appâter les Américains et pour servir de chair à canon. Donc c'est un manga qui est très figuratif, avec un style de dessin très particulier, très, très comique. Le truc c'est que voilà, nos soldats vont faire des découvertes assez atroces, c'est très réaliste. On sait que ce sont des événements qui se sont réellement passés, donc vraiment intense quand on réfléchit au fait que ça s'est passé pour vrai. Et puis c'est un manga qui est inspiré d'une autobiographie, et il y a une anecdote que j'aime beaucoup au tout début du livre, c'est quand le colonel appelle notre héros pour lui demander de rédiger la lettre qui va annoncer à sa famille qu'il est décédé en héros de guerre. Et il doit lui-même rédiger sa propre lettre. C'est là qu'il comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche et que cette guerre est comme perdue d'avance. Donc c'est vraiment un manga assez terrible, mais super intéressant. C'est Peleliu, Guernica of Paradise. Et mon dernier coup de cœur, puisqu'il commence à se faire tard, ça va être une nouveauté que j'ai annoncée également dans ma vidéo de la semaine dernière, dont j'avais écrit une critique avant sa sortie, et qui pour moi est probablement la sortie de l'année 2021. C'est My Broken Mariko. Évidemment, je ne connais pas encore toutes les sorties 2021, je ne suis pas prémonitoire, moi, comme Naoki Urasawa, mais je pense que ça va être une des meilleures sorties. Vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre. Alors, c'est du totalement réaliste, tranche de vie, très émotionnel. Il faut aimer ce style-là, évidemment. On suit une femme qui s'appelle Tomoyo et qui un jour va apprendre le décès par suicide de sa meilleure amie Mariko. Mariko s'est suicidée sans vraiment que ce soit prévisible, et même Tomoyo, qui est la personne qui est la plus proche de Mariko, n'aurait jamais pu penser que Mariko en arriverait jusque là, même si elle a eu une vie absolument atroce, surtout une vie de famille atroce. Et donc Tomoyo considère que les parents de Mariko sont en partie responsables de son suicide. Et donc pendant les funérailles,
elle va interrompre la cérémonie funéraire et elle va voler l'urne qui contient, voilà, c'est cette scène-là, elle va voler l'urne qui contient les cendres de son ami Mariko et elle va s'enfuir en sautant par la fenêtre, un petit peu sur un coup de tête, hein, on s'en doute. Oui, Anne, rien de moins. Je sais qu'on n'est même pas à la moitié de l'année, mais je suis persuadée que c'est une des meilleures séries de l'année. Peut-être que je reviendrai sur ma décision à la fin de l'année, mais ça, je vous le dirai en décembre. Donc Tomoyo s'enfuit avec les cendres de son ami sous le bras. Le truc, c'est que c'était un peu sur un coup de tête, elle n'a pas de plan particulier, mais la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est d'essayer de faire un road trip pour aller répandre les cendres de son amie dans un lieu qui leur était cher à toutes les deux. Le truc, c'est que comme elle est partie sans rien, elle n'a pas d'argent, pas vêtements, rien, elle est un petit peu comme une itinérante à essayer donc un road trip de pauvres, si on veut dire. C'est vraiment pas le grand luxe. Alors, ce qui est très très bien fait, en fait, toute l'histoire, c'est un one shot, toute l'histoire va se passer pendant ce road trip de Tomoyo. Et ce qui est très bien fait, c'est que l'histoire est construite comme un dialogue entre Tomoyo et Mariko, alors que Mariko n'est plus. Bonsoir Michel. Tu dis c'est ce qui s'appelle un pétage de coche solide. Ouais, là je pense qu'elle le regrette au tout début, là, mais après ça elle se dit finalement c'est peut-être la bonne décision, mais au tout début elle est comme j'ai-tu vraiment fait ça pour vrai. Donc c'est ça, ce qui est très bien fait, ça va être vraiment ce dialogue constant entre nos deux personnages, dont un est bien réel, bien vivant, et l'autre n'existe plus. Et c'est tout ce côté très émotionnel, mais en même temps sans tomber dans le pathétique, dans le pathos. Donc vraiment un véritable chef-d'œuvre. Et comme vous le voyez au niveau des dessins, on est très sur un style très très réaliste, on n'est pas dans le genre trame, etc. Ouais. Donc vraiment une super belle découverte d'un auteur absolument inconnu pour nous. C'est My Broken Mariko. Ne t'excuse pas d'être arrivé en retard, Michel. Ça me gêne à chaque fois que tu fais ça. C'est donc ce qui conclut mon live de cette semaine. Donc j'espère que vous avez aimé ces coups de cœur. Je rappelle qu'on a une promotion qui va courir tout le long du mois de mai. C'est que si vous assistez à nos lives puis que vous achetez une des séries qu'on a présentées lors de nos lives, alors que ce soit ce live coup de cœur ou les lives qui vont s'en venir, les lives de David, les lives de Florian, vous pouvez doubler vos points membres sur ces achats. Puis comme en plus c'est que des bonnes séries, quelle raison avez-vous de ne pas les acheter? Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce live. Il était très long, mais il faut dire qu'on ne m'arrête plus quand je parle des séries que j'adore. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous allez aimer ces séries si vous commencez à les lire ou à les écouter en anime. Et on va se retrouver donc vendredi pour un nouveau live. Vendredi, pas du tout, mercredi prochain pour un nouveau live. Ok, bye bye tout le monde, salut.